Donc, on peut commencer. Bonsoir à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Angela Gambirazi, je suis la présidente de l'association Alumni Polini Parigi. Et ce soir, je suis ravie d'être avec vous pour le premier rendez-vous de l'année 2021 qui commence avec une belle collaboration avec Alumni Unimi Paris, dont je suis très ravie de commencer l'année en partenariat, dans un événement en partenariat avec notre association. Et je vous invite tous à participer pendant notre soirée en posant des questions, en utilisant la chat de Zoom, mais aussi à profiter de l'espace questions-réponses qu'il y aura à la fin de notre échange. Donc, tout d'abord, j'aimerais passer la parole à Madame Stefania Capacchio qui va nous présenter l'association Alumni Unimi Paris. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. Merci Angela. Je suis ravie aussi de cette collaboration, de commencer l'année avec la prestigieuse Polini Parigi, car c'est une institution parmi les associations des alumni. Nous sommes très jeunes. Alumni Unimi Paris vient de naître, elle a moins qu'1 an, mais nous sommes très fiers de l'avoir créée parce qu'effectivement, dans l'univers des associations des alumni qu'on a à Paris, Bocconi, Polimi, Polito, Louis, il nous manquait, on sentait le manque de Alumni Unimi Paris, donc on l'a décidé de la créer. Et elle est bien active, elle a déjà organisé pas mal de choses intéressantes, sachant qu'elle a été créée en février 2020, juste au démarrage du Covid. Donc, pour l'année 2021, on a l'espoir de pouvoir faire un peu mieux. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, nous sommes effectivement, nous avons les valeurs de notre association sont ceux qui est l'Università degli Studi di Milano A. Comme vous savez, c'est une des universités les plus anciennes, aussi prestigieuses, riches au niveau de l'offre universitaire. En Italie, nous n'avons pas des grandes écoles, nous avons des universités et à part ingénierie et architecture, Unimi couvre un peu toutes les disciplines humaines et scientifiques, y compris médecine. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir la représenter à Paris. Et le logo, effectivement, veut mettre ensemble ces deux réalités, Cagrande, le siège historique, plus le Louvre. La prochaine, s'il te plaît. Donc, l'objectif, c'est clairement d'alimenter le lien avec l'université, de favoriser les interactions entre les anciens élèves et les étudiants actuels qui habitent en région parisienne et à Paris, et de promouvoir l'image de l'université de Unimi, clairement. Et enfin, vous pouvez nous contacter. Donc, si parmi vous, il y en a dans vos contacts, il y a des personnes qui ont fait cette université, soyez gentils et merci de promouvoir notre association parce qu'on est à la recherche des anciens élèves et des étudiants. Donc, merci Angela. Merci à toi. Donc, je prends le relais pour présenter très rapidement l'association Alumni Polimi Paris, parce qu'effectivement, peut-être notre public ce soir ne nous connaît pas forcément. C'est le réseau des alumni qui ont fait l'école polytechnique de Milan, pardon, et ils habitent à Paris, en région parisienne. On est un chapter étranger de l'Alumni Polimi Association. C'est un réseau qui compte 46 000 anciens élèves du Politecnico di Milano. Les chiffres clés de notre association, nous sommes nés en 2011. En 2014, on est devenu une association au sens de la loi 1901 et depuis, on a organisé plus de 55 événements et on a un réseau qui touche les 500 anciens élèves à Paris et en Île-de-France. Vous pouvez bien évidemment nous contacter avec notre adresse mail ou sur notre page LinkedIn. Maintenant, je laisse la parole à Stéphania qui va nous présenter la méthode DISC. Donc, on aura effectivement la possibilité de mieux comprendre les mécanismes de l'interaction professionnelle pour améliorer la connaissance de nous-mêmes, notamment dans un milieu professionnel et pas que. Donc, merci Stéphania, je vais arrêter ma présentation. Et j'ai besoin de l'autorisation à partager mon écran, Angela. Je ne sais pas si tu peux me le donner. Attends, tu as pu déjà faire la demande? L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, donc je pense que... D'accord.
une option à réactiver? Pas de souci. Merci. Tu peux essayer? Oui, ça marche, parfait. Parfait. Dites-moi si vous voyez mon écran. Très bien, merci. Super. On va effectivement passer une petite heure à discuter, à analyser un peu les couleurs de la personnalité. La raison pour laquelle j'ai l'honneur de vous présenter cette méthodologie, c'est parce que je l'ai utilisée, ça fait des années que je l'utilise, ma société l'utilise et pas seulement. Et je vous raconterai un peu l'histoire et la façon avec laquelle la méthode DISC qu'on va analyser, qu'on va explorer ensemble, est très efficace dans notre vie professionnelle et pas seulement. Juste une petite introduction par rapport à moi. Donc, j'ai deux casquettes. Je suis employée temps complet chez General Electric dans la branche médicale du healthcare et je suis directrice marketing. Mais je suis aussi formatrice professionnelle depuis des longues années. Je suis formatrice chez G et aussi au-delà de G. Et effectivement, je me suis diplômée à l'Università degli Studi di Milano en informatique et ensuite j'ai fait un master en Information Technology au CEFIEL, donc un groupe, une institution liée au Polytechnique de Milan. Donc les liens entre UNIMI et Polymi sont là. Et j'ai 23 ans d'expérience entre l'Italie et la France, mais surtout en France chez General Electric. Et effectivement, G est très connu pour l'investissement énorme qu'il fait sur le développement des ressources. Et donc, nous, on a droit à des formations régulières de développement, de leadership. Et cette méthode que je vais vous présenter ce soir fait absolument partie du curriculum chez G. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé à nouveau, c'est quelque chose qui est radicalement utilisé un peu partout dans le monde. N'hésitez pas, comme disait Angela, à me couper, m'interrompre, poser toutes les questions que vous souhaitez. J'aimerais vraiment que ce webinaire soit aussi interactif et soit un échange. Si jamais il y a des timides, j'insiste, utilisez la chat de Zoom. Je poserai les questions pour vous à Stéphania. Absolument, merci. Donc, les objectifs de ce soir sont trois, je dirais. La connaissance de soi, explorer un peu la connaissance de soi. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on ne se connaît pas? Est-ce qu'on pense de se connaître? Et on ira après explorer la méthode DISC. Qu'est-ce qu'elle signifie, que son histoire, comment on l'utilise. Et on laissera clairement une partie de ce webinaire à toutes vos questions. La connaissance de soi, c'est effectivement un domaine énorme, je dirais presque infini, parce que même si on pense de bien se connaître, il y a toujours de nouvelles choses à explorer. Et la chose qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que je pose la question lors de mes formations, la réponse que j'ai à la question «Est-ce que vous vous connaissez?» est toujours «Oui, absolument, oui, je me connais bien». Même les plus jeunes, en général, donnent ce type de réponse. Mais en effet, on croit de connaître tout de nous, mais la réponse est, je dirais que vous vous connaissez, c'est sûr, mais il y a sûrement des aspects de votre personnalité qui ne sont pas connus. Effectivement, ce diagramme montre que notre personnalité est composée par 4 zones. Sur les axes des X, vous avez la partie qui est connue à moi et pas connue à moi. Sous les axes des Y, vous avez connu aux autres et inconnu aux autres. Donc, la partie qui est connue à moi et celle qui est connue aux autres, c'est celle que nous appelons la zone ouverte. Celle que donc nous connaissons et nous faisons connaître aux autres sans aucun souci. Il y a une partie qui, par contre, c'est notre zone privée, celle que nous connaissons bien, mais que nous n'avons pas envie de dévoiler aux autres. Et ces deux zones-là, c'est des zones sur lesquelles je pense que vous êtes toutes et tous confortables. Mais il y a une partie de vous, de votre personnalité, qui est celle qu'on appelle la zone aveugle, que vous ne connaissez pas, mais que les autres perçoivent. Et il y a enfin une zone qui est celle grise, inconnue, que personne vraiment connaît. Et en réalité,
Quand vous réfléchissez, la perception qu'en général vous avez de vous-même et celle que les autres ont de vous, des fois peut être un peu différente. Parce que la façon avec laquelle nous nous percevons, c'est pas du tout celle avec laquelle les autres nous perçoivent. Et l'idée, ça serait celle de poser simplement quelques questions autour de vous, aux gens de confiance, aux gens de votre cercle familial, à vos copains, vos amis, mais même aux collègues plus proches, pour comprendre si la perception qu'ils ont de vous correspond à celle que vous avez. Et vous découvrirez plein de surprises et plein de choses intéressantes parce que l'exploration de soi, je vous assure, est un parcours très, très fascinant. Et effectivement, en posant des questions aux autres, en demandant du feedback de façon régulière, en allant chercher ce type d'informations, vous avez la possibilité de élargir la connaissance de vous. Ce fameux feedback, cette perception qu'ont les autres va vous permettre effectivement de pouvoir élargir cette connaissance. Même en vous ouvrant un peu sur la partie privée, chose qui peut être pas confortable, ok, donc sur laquelle j'oblige personne à le faire, c'est juste une analyse. En vous ouvrant un peu plus envers les autres, en général, vous allez aussi découvrir des choses sur vous que vous ne connaissez pas. Parce que une fois que le lien de confiance est créé en vous ouvrant avec une personne, en dévoilant quelque chose de vous que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire, vous ouvrez un canal d'échange, de confiance qui va vous permettre d'explorer un peu plus la connaissance de vous. En général, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur ce type d'approche, celle que nous, on appelle ici la Johari Windows? Donc ça, c'est un outil très connu et très utilisé simplement pour expliquer que notre personnalité, notre connaissance de nous n'est pas peut-être celle que nous pensons être. Est-ce que vous avez des questions sur cette Johari Windows, sur cette théorie de la connaissance de soi? Si quelqu'un me prend la parole, n'hésite pas, faites-moi une demande pour que je puisse vous donner, ouvrir le micro. Il y a un commentaire pour l'instant qui indique qu'effectivement, c'est une méthode très intéressante. Ok, super. En général, le feedback que je reçois en montrant la Johari Windows est que les gens sont plutôt d'accord avec cette approche. Et effectivement, ils se rendent compte que c'est probable. Après, la dimension de la zone inconnue et la dimension de la zone aveugle, on ne peut pas la savoir à l'avance. Mais en général, les personnes réagissent bien et me disent effectivement, ça a du sens. Il y a aussi une autre question qui demande, qui demande quel est l'objet de la connaissance. Très, très bonne question. Merci de la poser. Effectivement, pour quelles raisons vous connaître un peu mieux pourrait être utile? En général, la connaissance de nous nous permet, améliorer la connaissance de nous, nous permet de faire les bons choix. Les bons choix pour nous, mais aussi de comprendre les mécanismes de certaines situations, de certaines réactions, des interactions, surtout avec les autres. Donc, connaître un peu mieux les mécanismes de notre personnalité va nous permettre d'être plus à l'aise dans les situations ou au moins de trouver les réponses à des situations dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise. Mieux connaître que ne pas connaître. Effectivement, Socrate disait ça. Connais toi-même. C'est hyper important. D'autres questions sur ce point-là? Par ailleurs, vous avez tous la possibilité d'ouvrir votre micro, donc n'hésitez pas. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc je peux te laisser continuer. Merci, Angela. Donc, on va explorer qu'est-ce que c'est la méthode DISC. Alors, je voudrais enlever ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, la méthode DISC. Donc, DISC, c'est un modèle qui est basé sur le travail d'un psychologue qui a commencé en début de siècle, en début de 1900, pas de siècle, des analyses sur le style et les préférences du comportement. En analysant notre façon de nous comporter dans notre environnement, Marston a identifié les traits, les 4 traits principaux du comportement. Effectivement,
Il a utilisé deux dimensions que je vous montrerai tout à l'heure. Et ces deux dimensions, si on les met sur un graphe, donnent effectivement 4 traits de personnalité principaux. Et les deux dimensions en question sont celles qui on appelle être le langage universel du comportement. Donc, en observant le comportement, on comprend quels sont les 4 traits fondamentaux, quelle est, disons, quelle est, je dirais, la force ou la faiblesse de chacun des 4 traits de personnalité. Vous allez bientôt faire le lien entre ces 4 traits et les 4 lettres D-I-S-C, ok? DISC, 4 traits. Donc, Marston a identifié ces 4 traits principaux de la personnalité, les disques, et effectivement, après d'autres psychologues, Clark et Gay en particulier, ont trouvé la méthode pour pouvoir analyser les traits dans la personnalité de chacun, parce que chacun d'entre nous a les 4 traits dans sa personnalité, sauf que chaque trait a une mesure, une proportion différente. La beauté, c'est qu'on est tous différents, on n'est pas similaires, on peut être, oui, on peut avoir des affinités, mais on est chacun très différent parce que ces 4 traits varient de façon importante, en créant des combinations presque infinies et effectivement très intéressantes. Donc, Clark et Gay ont permis de trouver des outils pour pouvoir mesurer ces 4 traits, et à partir de là, la méthode a été largement utilisée et déployée et utilisée à différents types de niveaux, individuels, d'équipes, d'organisations. Dans les dernières décennies, il a été utilisé sur plus de 40 millions de personnes. Donc, c'est une méthode qui, effectivement, est très, très répandue. Et j'imagine que parmi vous, il y en a qui la connaissent très probablement. Surtout quand on travaille dans le domaine des ressources humaines, c'est une des méthodes très connues. Probablement, vous avez eu affaire à la méthode aussi MBTI. Effectivement, c'est la Myers-Briggs. C'est cette dame qui l'a créée, qui quand même est basée sur ce type d'approche, mais déployée de façon un petit peu différente. Elle se décline en 16 types de personnalités, donc c'est un petit peu différente, mais se base effectivement sur le comportement aussi. Personnellement, je connais plusieurs méthodes, mais je trouve que la méthode de DISC est effectivement très efficace, très simple à comprendre, très simple à retenir, et je la trouve vraiment utile, très utile personnellement. Des questions sur l'histoire de DISC pour l'instant? Personne n'a réagi en ce moment de la conversation, Ok. donc il n'y en a pas. Je pense que c'était très clair. Je te laisse continuer. Parfait. Donc, DISC, effectivement, mesure ces deux fameuses dimensions. On disait qu'elle est basée sur un système de 2 dimensions. Et Il y aurait peut-être une petite question avant de peut-être changer d'argument. Il y a une question d'une personne qui demande, y a-t-il des quiz pour connaître les 4 traits? Absolument, merci, vous allez très vite, absolument. Vous verrez tout à l'heure comment on arrive à les découvrir, absolument. Alors, la base effectivement de la méthode DISC est basée sur 2 dimensions. La première dimension, c'est l'assertivité, effectivement, l'affirmation de soi, je dirais. Donc, en général, on dit que qui est plus assertif est plus extroverti, qui est moins assertif est plus introverti. Et l'autre dimension mesurée, c'est la sensibilité, qui veut dire que qui a une forte sensibilité est orienté aux personnes, qui a une sensibilité moins forte est plutôt orienté aux résultats. Et attention, ici, il n'y a aucun jugement. On ne veut pas qu'il y ait des extrovertis ou qu'il y ait des introvertis. On ne veut pas qu'il y ait des personnes orientées aux personnes ou orientées aux résultats. On veut vraiment avoir des populations mixtes qui aient des compétences et des caractéristiques vraiment mixtes, différentes. Donc, on peut aussi dire que la sensibilité, alors l'assertivité peut être aussi liée à je me sens plus fort que l'environnement, donc je suis plutôt extroverti, ou l'environnement est plus fort que moi, donc je me sens plutôt introverti,
Ou l'orientation des personnes, c'est quand je sens mon environnement plutôt favorable et ou quand je le sens un peu moins favorable, défavorable. Donc, c'est aussi ma perception de l'environnement autour de moi. Je trouve effectivement que l'assertivité et la sensibilité sont deux dimensions plutôt faciles et surtout comprendre, on peut identifier facilement si une personne est extrovertie ou introvertie, ou si elle est orientée plus aux personnes, aux résultats, pour comprendre aussi quelles sont les caractéristiques de la personnalité d'une personne avec laquelle on interagit. La chose fondamentale, c'est qu'effectivement, vous verrez, il y a le comportement naturel d'une personne et aussi le comportement adapté. Donc, ce n'est pas toujours simple de comprendre si la personne que vous avez en face se comporte de façon naturelle ou adaptée, mais il y a des indicateurs qui peuvent vous permettre de trier entre les deux. C'est sûr que nous avons un comportement naturel qui est notre personnalité, qui en général on développe à partir de l'âge de 3 ans et qui est plutôt stable. Donc, on a un comportement naturel stable qui nous accompagne le long de notre vie et on a aussi des comportements adaptés en fonction des contextes. Et on explorera ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur les deux dimensions, l'assertivité et la sensibilité? Pareil que tout à l'heure, peut-être qu'ils vont arriver un peu en retard. Et je tiens à préciser que DISC est un langage universel et neutre. Il n'est pas un test d'intelligence, il n'est pas lié aux valeurs au niveau scolaire. Donc, ce n'est pas du tout un test qui sert à établir, à mesurer la capacité à performer de quelqu'un. Absolument pas. C'est vraiment un assessment, donc un test qui permet de mesurer la quantité de D, de I, de S et de C que nous avons dans notre personnalité, parce qu'à nouveau, comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas un profil idéal, on est tous bien, il y a simplement la façon avec laquelle nous nous comportons dans un contexte qui peut varier en fonction de notre personnalité. Et il y a sûrement des contextes qui sont plus adaptés à notre personnalité et d'autres qui sont un peu plus défavorables, comme des personnes avec lesquelles nous allons bien pouvoir interagir et d'autres avec lesquelles on aura besoin de faire un peu plus d'efforts. Et donc, on va clairement explorer tout ça. Est-ce que cette méthode permet de s'améliorer dans le travail et dans le comportement en entreprise? Je pense que Absolument. c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans tous les hémisphères de notre vie, mais est-ce que précisément à niveau professionnel, c'est quelque chose qui peut nous aider pour se remettre en question, pour, voilà, pour s'améliorer dans le travail d'équipe peut-être? Absolument. Merci pour la question très pertinente. Alors, effectivement, la façon avec laquelle DISC est utilisé dans ma société, chez General Electric, elle est mise à disposition de tous les jeunes et moins jeunes qui commencent à avoir envie ou qui montrent un peu la prédisposition à devenir des leaders. Leader, ça ne veut pas dire forcément manager une équipe de façon directe, mais avoir affaire à des équipes ou à des projets qui vous mènent à travailler, vous amènent à travailler en équipe. Quand on commence à travailler en équipe, on a clairement besoin d'interagir avec les autres. Et optimiser cette interaction, ça veut dire améliorer absolument l'efficacité de notre travail, mais pas seulement, aussi l'efficacité du travail d'équipe. Connaître les mécanismes de ces interactions est fondamental pour nous améliorer. Et absolument pareil dans la vie personnelle. On peut utiliser les mêmes approches et comprendre pourquoi avec des personnes on réagit d'une certaine façon et avec d'autres différemment. Donc la réponse c'est oui, c'est une méthode pour améliorer notre façon d'interagir avec les autres. Absolument. Et si je peux rajouter à cette question qui venait du public, est-ce que on peut faire une distinction entre période de stress ou situation normale? Est-ce que effectivement le contexte peut nous pousser à avoir des réactions et des interactions différentes?
Absolument. Question très pertinente aussi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un profil naturel et d'un profil adapté. Mhm. Une des choses, en général, on dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. On est des êtres intelligents et donc on a une forte capacité d'adaptation. Donc nous avons un profil naturel qui est avec nous, qui fait partie un peu de notre ADN depuis la naissance. Je disais à partir des 3 ans, il se consolide et c'est notre profil naturel, celui qui est vraiment le profil dans lequel nous nous sentons le plus à l'aise, qui fait vraiment partie de nous. Et après, il y a tout un tas de profils adaptés que nous mettons en œuvre en fonction du contexte. Et le stress, ça fait partie des contextes dans lesquels, des fois, on a besoin de s'adapter. Donc, la réponse est oui. Et on verra comment. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Merci. Je pense qu'on peut te laisser continuer. Merci. Donc, les 4 traits, les fameux 4 traits, on les retrouve en mettant les 2 fameuses dimensions, l'assertivité et la sensibilité, sur un axe cartésien. Ici, on mesure l'assertivité. Donc, les personnes qui sont plus extroverties, on les met à haut, les personnes qui sont introverties en bas. Et sur l'axe des X, on mesure la sensibilité. À droite, les personnes orientées aux personnes et à gauche, ceux qui sont orientés plutôt aux résultats. Donc, si on prend effectivement une personne qui a une forte extroversion, donc là, on va commencer à extrémiser pour vous faire comprendre les caractéristiques des traits. Donc, une personne qui est fortement extrovertie et qui est fortement orientée aux résultats aura dans sa personnalité une forte présence du trait D, D comme dominance. Une personne qui aura une forte extroversion et une forte orientation aux personnes aura dans sa personnalité un fort trait I, I comme influence, jaune. Le D de dominance est rouge, le I de influence est jaune. Une personne qui sera plutôt orientée aux personnes et introvertie aura dans sa personnalité une forte présence de verte, de S, S de stabilité. Une personne qui aura une forte orientation aux résultats, mais tout étant introvertie, aura une forte présence du caractère du trait C, conformité. C'est effectivement, on peut aussi le mettre en lien avec le mot conscience, conformité, quelqu'un de consciencieux, de conforme. C'est 2 choses différentes, mais ensemble représentent bien le trait C. Donc, pour récapituler, les 4 traits D, I, S, C sont la dominance, l'influence, la stabilité, la conscience ou conformité. La dominance, effectivement, on la mesure en analysant comment nous faisons face aux problèmes et aux défis. Est-ce que nous aimons les problèmes, les défis, est-ce qu'ils nous alimentent ou est-ce que nous avons tendance plutôt à éviter les problèmes, éviter les défis? L'influence, c'est effectivement notre capacité ou pas à influencer les autres avec notre point de vue. La stabilité, c'est notre envie, capacité d'accepter le changement, ou plutôt l'envie de rester dans un environnement qui ne change pas beaucoup, notre propension à la stabilité, à la calme aussi. La conscience aussi, la conformité, c'est c'est la façon avec laquelle nous réagissons, nous gérons tout ce qui est procédure, règles. Comme je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous a les 4 traits. Il s'agit simplement de voir quels sont les traits, quel est le trait dominant ou les traits dominants et quels sont les traits moins dominants. Et effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir mesurer la présence de chaque trait dans notre personnalité. Je vous dis tout de suite, parce que ça peut être en général la première réaction, que tout le monde aimerait avoir 100% des 4 traits. Mais à nouveau,
Il n'y a pas une personnalité idéale parce que la personne qui a les 4 traits, c'est probablement pas une personne authentique parce que c'est simplement impossible d'avoir 100% de rouge, de jaune, de vert et de bleu dans la même personnalité. Et ça serait pas non plus, je dirais, sain parce que c'est vrai qu'avoir un trait principal est très normal, est fortement normal. En général, on peut avoir un trait principal et un deuxième, mais c'est aussi très normal d'avoir des traits, des comportements, disons des couleurs qui sont un peu plus bas et un peu moins forts dans notre personnalité. Parce qu'à nouveau, les traits qui sont forts représentent aussi nos forces, mais aussi le fait d'avoir un trait qui est qui est faible, représente aussi une force. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Donc, pour répondre à la question et comment on mesure les couleurs dans notre personnalité, effectivement, il y a en commerce sur le marché plein de tests différents, de plus faibles que d'autres, plus connus, plus riches, moins riches, à des prix complètement différents qui nous permettent de connaître ce type la proportion de nos traits. Ce qu'effectivement chez G et aussi dans mes formations je fais, c'est pas simplement faire passer le test à la personne, mais vraiment la faire jouer avec les couleurs dans des sessions qui permettent de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire un trait, comment ce trait, quelle est la relation avec ce trait et nous-mêmes, quelle est son action dans notre personnalité et quelle est son action, son rôle dans la personnalité des autres. Comment je dois faire face aux autres en connaissant les traits. Donc, la réponse, c'est il y a plein de tests. Vous pourrez me contacter, je pourrais vous envoyer plein de liens. Je n'ai pas a priori par rapport aux tests. À nouveau, il y en a plein. Mais la chose importante, c'est qu'il ne faut pas se limiter aux couleurs de sa personnalité. Il faut aussi réfléchir à comment utiliser cette connaissance et surtout dans les relations avec les autres. Est-ce que vous avez des questions à J'ai ce point? une, j'ai une question qui m'a été envoyée. Est-ce que, à niveau des couleurs, tout à l'heure, tu as effectivement souligné en liant chaque trait de la méthode DISC à une couleur. Est-ce que ces couleurs, elles ont été choisies d'une certaine façon avec un objectif clair? Alors, c'est une bonne question parce que souvent on se dit, ah, le rouge c'est agressif et donc c'est rouge. Le dé c'est agressif et donc c'est rouge. En réalité, il y a d'autres organismes de formation, d'autres organismes disques qui associent au dé la couleur jaune ou verte, donc peu importe. La méthode utilisée chez GE, donc sur laquelle aussi je me suis certifiée, associe aussi ces couleurs parce que peut-être effectivement il y a une notion psychologique liée au trait dans laquelle je me retrouve personnellement. Et donc la réponse pour moi est oui, si on prend la méthode telle qu'elle est chez G et la société avec laquelle elle a développé la formation. En général, je dirais qu'en ligne générale, les couleurs que vous voyez sont les plus connues. Après, vous pouvez trouver des variations en fonction de l'organisme, en fonction de la société avec laquelle vous allez interagir. Merci. Je pense D'autres questions? pour l'instant, il n'y en a pas. Je te laisse continuer, mais j'invite tout le monde à ou à prendre la parole ou à l'écrire. C'est- Absolument. ouais. Alors, faisons un petit exercice. Donc, ce profil-là, je l'appelle être le profil d'Élise. Donc, Élise a une forte présence de vert, une forte présence de bleu, une moins forte présence de jaune et une toute petite présence de rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on peut associer, est-ce qu'on peut dériver des forces et des faiblesses avec ce type de combinaison de couleurs? La réponse, effectivement, est oui. Parce que sur la base de la présence d'un fort vert et d'un fort bleu, on peut dire qu'Élise, c'est une personne réfléchie, donc une personne qui a besoin de réfléchir et d'avoir du temps avant de prendre une décision. Donc, la combinaison des deux couleurs bleu et vert, en général, veut dire quoi? Le vert, donc, comme je disais, c'est l'envie de
calme, de stabilité. Donc, Élise est quelqu'un qui, devant un changement, a besoin de temps. Ça ne veut pas dire qu'Élise n'acceptera pas le changement, ça veut dire qu'Élise, avant d'accepter le changement, a besoin de calme, de temps, surtout de bien comprendre pour quelles raisons le changement a lieu. C'est sa partie bleue, donc qui est celle un peu plus analytique, qui va lui permettre qui va lui demander d'avoir besoin de data, d'informations, de raisons, lui permettra de dire ok, j'accepte le changement, mais j'ai besoin de ça, ça, ça et ça pour faire tout ce que vous me demandez de faire. Donc c'est une personne réfléchie pour sa forte présence de bleu et vert. A des grandes capacités d'écoute, ça c'est la caractéristique, je dirais, principale d'un vert, effectivement une personne ayant beaucoup de vert, et a tendance plutôt à écouter qu'à parler. Très attentif aux détails, c'est à nouveau le bleu en ce cas-là. Le détail, l'attention, la précision, c'est plutôt lié au bleu. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne qui est calme. Donc, les forces de Élise sont absolument celles-là. Réfléchit, écoute les détails et le calme. Est-ce qu'Élise a aussi des faiblesses? Parce que la beauté de chacun d'entre nous, c'est qu'on n'est pas des Wonder Woman et des Superman avec que des forces, on a aussi des faiblesses. Et les faiblesses font partie de nous et font partie aussi de la beauté de nous. Donc déjà, accepter nous-mêmes pour ce que nous sommes avec notre force et nos faiblesses, c'est la première étape. La deuxième, c'est celle de dire, OK, utilisons nos forces comme vraiment nos ancrages et voyons qu'est-ce qu'on peut faire sur les faiblesses. Donc, les faiblesses d'Élise. Élise supporte mal le stress, a un rythme lent parce qu'à nouveau, elle a besoin de comprendre et d'accepter le changement. Elle a probablement des difficultés de communication dans le sens qu'elle sera plutôt une personne introvertie et timide qui n'aura pas envie de communiquer, surtout avec beaucoup de monde à la fois. Elle a besoin d'avoir un lien de confiance pour pouvoir communiquer et qui n'aime pas prendre des risques. Donc, Élise, c'est sûrement une personne qui, dans une équipe, amènera du calme, amènera une forte capacité d'analyse, de l'écoute, sera quelqu'un qui aidera à apaiser des situations complexes et difficiles, sera quelqu'un qui qui posera des questions avant d'accepter de faire des choses, qui aidera les autres à se poser des questions aussi. Vous avez des questions par rapport à Élise? Effectivement, il y a une question. La méthode nous amène à comprendre quelles sont les forces et les faiblesses et nous fait en sorte des cadres de la personnalité de la personne. Dans une équipe, le leader, comme tu disais tout à l'heure, a aussi la nécessité de comprendre mieux la personnalité de chaque personne avec laquelle il travaille. Est-ce que la démarche personnelle que quelqu'un pourrait faire en faisant ces fameuses quits, c'est de arriver à s'améliorer avec des axes sur lesquels travailler en utilisant les quits? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que va faire Élise en fonction du contexte et comment Élise, parce qu'Élise, c'est un exemple réel que j'ai rencontré dans ma vie et je vous montrerai effectivement à quoi la méthode lui a permis d'arriver. Effectivement, du côté du leader, connaître le profil d'Élise, ça veut dire, OK, parfait. J'ai Élise dans mon équipe. Élise est sûrement un membre très valuable dans mon équipe sur lequel je peux compter. Donc, comment je peux tirer le mieux d'Élise? Comment je pourrais obtenir le mieux d'Élise et comment je pourrais épanouir Élise aider Élise à s'épanouir dans ce boulot? Effectivement, je devrais un peu la protéger par rapport au stress. Je ne devrais pas lui imposer le changement de façon un peu trop radicale et violente. Et je devrais plutôt utiliser Élise pour m'aider à apaiser des situations de conflit, lui demander de l'avis par rapport effectivement à des contextes dans lesquels il faut se poser, il faut analyser, il faut aller chercher les infos
Donc, moi, en tant que leader, en connaissant ça d'Élise, en réfléchissant, parce qu'Élise, probablement, alors il y a plusieurs façons de faire. Ok, je peux demander à tous mes équipiers de passer le test, de partager avec moi leur profil. Ou sinon, en connaissant les traits, en observant le comportement d'Élise, je pourrais faire des déductions et me dire, OK, Élise probablement a pas mal de vert et de bleu, donc si c'est vrai, si je agis comme ça avec Élise, probablement j'obtiendrai d'Élise des résultats beaucoup plus forts, beaucoup plus là. Donc, la réponse à cette question est double. Une, je peux utiliser effectivement toutes ces connaissances quand je suis en train de leader une équipe. Et l'autre, effectivement, la personne en soi, en se connaissant ses couleurs, peut tout à fait faire des démarches pour s'améliorer ou s'adapter de façon un peu plus intelligente Au à des contexte. contextes. Je te remercie. Il y a une question. Je suppose qu'Élise ne peut pas être en leader, en chef de projet. Alors, c'est une très Si belle. si c'est le cas, est-il possible d'améliorer les points faibles? Juste, voilà. Alors, ça, c'est une très belle question et très typique parce qu'on pense tous qu'un leader, probablement, doit avoir beaucoup de rouge. OK? On pense tous à ça. On associe souvent ça. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'à votre avis, Obama, si vous pensez à Obama, réfléchissez à lui. À votre avis, Obama est quelqu'un qui a beaucoup de rouge dans son profil, oui ou non? On lance un sondage. Je veux voir des oui et des non, s'il vous plaît, dans la conversation. En général, Il y Obama, à votre a un premier avis, non, non? non, deuxième. Qui a fait faire le test disque à Obama déjà? Quelqu'un dit, on dirait moins de 50%. Mhm. Quelqu'un d'autre dit un peu quand même. Un peu quand Je même. pense que oui. Là, on est à plutôt non comme réponse. C'est un rouge caché pour quelqu'un d'autre. Alors, je vous dis qu'Obama, effectivement, il a peu de rouge naturel dans sa personnalité et il a pu devenir le président des États-Unis. Rôle qui a été aussi pris par quelqu'un comme Trump. À votre avis, Trump a beaucoup de rouge ou pas dans sa personnalité? Allez, on lance le sondage à nouveau. Oui. Il y a un premier oui, deuxième, troisième, quatrième. Donc, du Pas coup, des couleurs pour lui, aussi ça, effectivement. Ou cinquième oui. alors, attention, je ne veux pas dire que le rouge est mauvais et le bleu et le fort rouge est mauvais et le bas rouge est bon. Attention, hein, parce que je ne suis pas en train de dire que. Alors, je vous ai fait deux exemples extrêmes, Obama et Trump, pour vous montrer que même en ayant peu de rouge, beaucoup de rouge, on peut devenir les présidents des États-Unis, donc les hommes plus puissants au monde, je dirais, des leaders très, très forts. Mais ça veut dire que la réponse à la question est-ce qu'Élise pourrait être chef d'équipe est absolument oui. Absolument oui, pour différentes raisons, parce qu'Élise étant chef d'équipe amènera beaucoup d'écoute, des capacités de réflexion et d'analyse importantes. C'est sûr qu'Élise aura besoin de faire des efforts d'adaptation quand il s'agira d'imposer un rythme. Ou peut-être Élise, de façon intelligente, pourra s'appuyer sur des personnes qui ont plus de rouge qu'elle dans son équipe pour faire gérer, par exemple, la timeline, le rythme, donner vraiment à quelqu'un l'objectif de dire c'est toi qui vas donner, mesurer l'avancement du projet en soi, vraiment avec les dates et tout ça. Le point important, c'est que connaître son profil, donc le fait qu'Élise connaisse son profil, va lui permettre de se dire, OK, j'ai des forces, je vais m'appuyer sur mes forces. J'ai des faiblesses, je vais chercher de m'adapter en fonction de faire face à mes faiblesses ou de m'appuyer sur les forces de quelqu'un d'autre pour faire face à mes faiblesses. Par exemple, à votre avis, entre Obama et sa femme Michelle, qui avait plus de rouge? Qui a plus de rouge entre lui et elle? Je lance à nouveau un sondage. Allez-y. Moi, je dirais Michel, mais je suis Mhm. curieuse de voir. Michel, Michel. Oh, on est plusieurs à dire Michel. Donc, à Et votre qui dit avis, Michel? Oui.
Apparemment, tout le monde croit que Samy va avoir plus de rouge. Voilà, donc à votre avis, quand on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, dans le mix Obama couple, le Dream Team, probablement le rouge qui n'avait pas lui, c'était elle qui l'amenait. Donc sûrement, moi je suis certaine, je ne les connais pas, mais je suis certaine que Michelle était une des conseillères les plus écoutées par Obama. Euh, par Barack, parce qu'effectivement, probablement, elle, lui, a trouvé des forces que lui-même n'avait pas. Et donc, effectivement, souvent, le succès d'un couple, c'est parce qu'il y a une combinaison de forces différentes, donc une complémentarité. Du coup, donc, la réponse, c'est que tout le monde peut être leader, tout le monde, c'est juste une façon de connaissance de soi et de capacité d'adaptation en fonction du contexte et de recherche des forces que nous n'avons pas chez nous en utilisant les autres. Un bon leader est quelqu'un qui est aussi capable de déléguer et en fonction de ses faiblesses pourra dire ok, je vais déléguer cette tâche à cette personne parce que je sais que moi je suis pas forte en ça, donc je vais la déléguer. Donc ça, c'est absolument la réponse à beaucoup de questions par rapport à comment cette méthode peut m'aider à m'améliorer dans mon travail. Une question, mettons le cas, on a en face de nous un profil, on ne connaît pas si c'est une femme ou c'est un homme. Est-ce que le fait d'être une femme ou un homme change énormément les résultats dans ce type de test et de quiz? Alors, moi, personnellement, je déteste les a priori, donc je dirais à la base non. Alors après, c'est sûr que les femmes, en général, en moyenne, plutôt une forte présence de jaunes. Mais il y en a pas mal de femmes que vous connaissez qui sont plutôt timides et introverties, qui auront moins de jaunes. Donc, si on veut généraliser, le jaune est plutôt présent chez les femmes, avec toutes les exceptions nécessaires. Sur les hommes, alors est-ce qu'on peut dire que les hommes ont plus de rouge que les femmes? Ça, honnêtement, avec l'expérience que j'ai, et c'est une expérience presque décennale sur cet outil, je dirais non, parce que je ne suis pas sûre d'avoir vraiment mesuré une forte présence de rouge en général chez les hommes. Bien évidemment, je voulais pas faire de la discrimination. Je suis mal Non, placée je pour le faire dirais en plus. Mais c'était pour comprendre s'il y a une sorte de moyenne qui amène à croire que en tant que femme, on a certains caractères, en tant qu'homme, on a certains autres. Mais justement, c'est, comme tu dis, c'est pas parfait comme approche au non. sujet. C'est pas mathématique déjà, et donc on peut avoir vraiment tout chez un homme et chez une femme. En général, c'est vrai, la seule chose qu'on a constatée, c'est qu'effectivement, les femmes ont le jaune, après ont un niveau de jaune qui peut être un peu plus élevé que les hommes, mais à nouveau avec les exceptions, toutes les exceptions possibles. OK? Merci. Je De pense qu'on rien. peut te laisser continuer. Donc, on disait qu'Élise donc, imaginons qu'Élise ne connaisse pas encore ses forces et ses faiblesses. C'était exactement le cas de la situation à laquelle j'étais confrontée. Donc, dans ma carrière de formatrice, j'ai été formée. Et un jour, je rencontrais Élise. Elle ne s'appelle pas Élise, elle a un autre prénom, mais on l'appelle ici Élise. Élise était la formatrice qui m'a formée sur une des modules que je délivrais régulièrement. Cette personne était extraordinaire, donc avait une expérience incroyable et elle était une formatrice excellente. Et au bout d'un certain temps de connaissance, elle me dévoile qu'elle est quelqu'un de timide. J'ai dit, toi, timide, mais je t'ai toujours vu parler devant de foules, tu m'as jamais donné l'impression d'être timide. Elle m'a dit, non, parce qu'effectivement, j'ai fait des efforts pour vaincre ma timidité et parce que j'aime tellement mon travail que j'ai besoin de vaincre ma timidité et je le fais avec plaisir. Mais tu sais, avant de connaître la méthode, je ne comprenais pas pourquoi à la fin de chaque séance de formation, j'étais vraiment à plat, crevée. Je touchais presque la dépression. Et je me disais, waouh, elle se posait plein de questions par rapport à son boulot.
Et le jour où elle a découvert 10, qu'elle a analysé un peu, elle a réfléchi sur la base de son profil, elle s'est rendue compte qu'effectivement, lors des formations, elle faisait un effort, justement, en montant beaucoup le jaune. Parce que justement, quand tu es formatrice, tu as besoin de faire appel à tes capacités, disons, interpersonnelles, ta capacité aussi d'influencer, de communiquer, d'être parmi des gens, au milieu d'une foule de gens souvent. Et donc, justement, elle montait beaucoup lors des sessions cette partie de jaune, elle. Le problème, c'est qu'elle ne se protégeait pas en faisant ça. Et quand elle a compris qu'effectivement, elle faisait un effort d'adaptation important, parce que quand on a un trait qui est au-dessus, donc plus bas que le 50%, et on le monte beaucoup, l'effort d'adaptation est important. Ça veut dire que vraiment, on y met toute notre énergie pour le faire. Mais qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris que pendant les pauses, à chaque fois qu'il y avait une pause, même de 15 minutes, elle avait besoin de faire baisser à nouveau le jaune. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'éloignait complètement de la salle. Elle prenait des pauses tout en étant toute seule. Parce que pendant les pauses des formations, vous le savez peut-être mieux que moi, tout le monde a envie de parler avec le formateur. Excusez-moi. Donc, du coup, la tentation de rester dans la salle et de répondre aux questions est forte. Mais en faisant ça, elle se protégeait ça. Donc, du coup, en s'éloignant de la salle, elle trouvait la façon de se retrouver, de se reposer, de retrouver soi-même. Et pendant la pause déjeuner d'1 heure, elle le faisait absolument. Elle s'éloignait, elle partait totalement. Ça pourrait être impoli, ok, vis-à-vis des étudiants. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était simplement une façon de se protéger et de retrouver soi-même. En faisant ça, elle, à la fin des formations, n'était pas épuisée comme avant. Elle a trouvé ce petit mécanisme grâce au fait qu'elle a compris que l'effort d'adaptation était important sur un trait sur lequel elle n'était pas forte. Ça vous parle, cet exemple? Je laisse réagir. Entre-temps, pendant que tu présentais ce changement cette adaptation, pardon, d'Élise à la situation, il y a une question que je pense que c'est plutôt une demande de clarification. Les 4 couleurs correspondent à un mélange des 4 niveaux des 2 dimensions vues au début. Pourquoi alors représenter des profils en fonction des 4 couleurs au lieu des 4 niveaux des 2 dimensions initiales qui pourront être plus explicites? En fait, c'est un peu la même chose, parce que si on reprend le graphe, celui-ci, c'est un peu ça, hein, parce qu'en gros, alors les 2 dimensions, il faut les combiner, ok? Nous, on mesure pas seulement l'extroversion vers l'introversion, mais nous, on mesure l'ensemble de extroversion plus orientation au résultat. Donc, c'est l'ensemble de ces 2 dimensions qui donne le D, l'ensemble de ces 2 qui donne le I. Donc, il n'y a pas, je ne suis pas en train de mesurer juste l'extroversion et l'introversion, mais c'est une combinaison des 4. Donc, celle-là plus celle-là, le D. Celle-là plus celle-là, le I. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair. Si la personne qui a posé la question veut réagir, on n'hésite pas. Bonsoir, c'était moi. En Merci. fait, ma question, c'était plus pourquoi en fait ne pas dire qu'on a tel pourcentage d'extroversion ou slash introversion et un deuxième pourcentage de orienté vers les personnes, vers les résultats, puisque ça reste quelque chose en 2 dimensions. Oui, alors, parce qu'en réalité, les 2 dimensions à nouveau mesurent ces 2 choses-là, mais le résultat de extroversion plus orientation au résultat, c'est ça, c'est comment tu fais face aux problèmes et aux défis. En fait, c'est ça qu'on mesure. On ne mesure pas le niveau de extroversion, orientation au résultat, mais vraiment comment tu fais face aux problèmes, aux défis, comment tu influences les autres, comment tu réagis au changement, comment tu réagis aux procédures et aux règles. En fait, c'est ces 4 choses-là qu'on mesure enfin, qui après sont très liées à ça. Ok, donc c'est une façon vraiment de après, et vous le verrez si vous allez faire le test, vous verrez en fonction des questions, il ne vous pose pas la question est-ce que tu es introverti ou est-ce que tu es orienté au résultat. Pour aller vraiment dans le détail de votre personnalité, c'est ça qu'on mesure. On va vraiment aller chercher ça. J'espère avoir répondu à ta question.
Oui, merci beaucoup. De rien. J'en profite pour poser une autre question. Est-ce que dans ce type de méthode, il y a aussi des interviews avec des formateurs comme toi, ou c'est que des tests qu'on fait à l'écrit? Alors, la façon avec laquelle nous faisons cette formation chez G, et c'est la façon avec laquelle je me suis certifiée, je la fais chez G et aussi à l'extérieur, est la suivante. En général, on passe une journée, 6 heures ensemble, et pendant ces 6 heures, donc c'est des classes de personnes avec toutes les couleurs possibles. Pendant cette formation, on découvre bien les couleurs en faisant vraiment une analyse approfondie de chaque couleur. Qu'est-ce que ça veut dire, les caractéristiques, qu'est-ce que ça ne veut pas dire. On fait une sorte de auto-analyse, chacun imagine et réfléchit avant de passer le test. Le test, donc, en général, même il est passé avant la formation, mais le résultat est donné seulement le long de la formation. Et donc, une fois que le test est dévoilé, donc chacun lit le résultat de son test. C'est en général des rapports longs qui font 20, 25 pages. Et après, on travaille tous ensemble pour comprendre un peu, pour analyser quel est le ressenti, pour réfléchir à tout ce qu'on a appris sur les couleurs, sur soi-même. Et on passe l'après-midi en général à utiliser toute cette connaissance pour analyser les interactions avec les autres, pour travailler sur les interactions. C'est pour ça, à nouveau, je ne suis pas du tout ici en train de vendre ma formation, ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, mon objectif, c'est de vous faire découvrir une méthode que je trouve hyper utile, fascinante et intéressante. Et à vous de décider comment après aller plus loin. Si vous êtes intéressé à la formation, je serais ravie de vous la faire. Mais l'idée, c'est de dire, vous avez plusieurs choix. Vous passez simplement un test, vous recevez le rapport et vous faites ce que vous voulez avec le rapport. Ou peut-être vous allez vraiment naviguer dans cet univers à travers les modules de formation, le mien ou celui de 1000 d'autres personnes qui vont vous faire vraiment vivre les couleurs et vous les faire utiliser en réalité, vraiment en réalité, de façon pratique. Et du coup, en deuxième partie de la question, justement, tu as parlé des groupes de travail, notamment oui, quand tu fais cette formation. Est-ce que on peut considérer un bon choix l'idée de proposer cette type de formation en équipe qui travaille ensemble? Et c'est incroyable comment cette question enchaîne exactement ce que je voulais vous présenter. Alors, j'y tiens à le dire, c'était pas lié à la présentation, je la connaissais pas, c'était la deuxième partie de la question que j'ai reçue. Donc, ça tombe très bien. Bravo au public. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer effectivement, parce que la façon avec laquelle vous pouvez utiliser DISC est vraiment, je dirais presque infinie. Vous pouvez l'utiliser pour vous connaître vous-même. Vous pouvez l'utiliser pour connaître votre mari, votre femme, votre copain, votre soeur, votre mère, votre fils. Vous pouvez l'utiliser pour connaître votre équipe. Donc, chez DI, la chose que nous faisons en général, cette formation, on l'a fait à des gens qui viennent à la formation de façon totalement individuelle. Okay? Donc, ils se retrouvent dans une classe où ils ne se connaissent pas. Parce que DI, c'est 300 000 employés qui sont partout dans le monde dans des business différents. Donc, on fait la formation à des groupes généralement de 24 personnes. Après, on adapte en fonction des besoins. Donc, ces gens-là ne se connaissent pas et font la formation, ils découvrent, c'est très amusant, c'est très interactif, c'est très divers, on fait plein de jeux, donc on passe un bon moment ensemble. Une fois que la formation est terminée, la personne va décider quoi faire avec. Donc, si en général la personne est dans une équipe et lead une équipe, elle peut proposer aux membres de son équipe de faire le même exercice, de passer une demi-journée ensemble sur cette thématique, faire passer à tout le monde le test, et après, travailler, je vous montrerai comment, en équipe. Donc, vraiment, la façon d'utiliser DISC est liée à vos objectifs, professionnels ou personnels, ou les deux. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez démarrer avec un simple test, vous pouvez décider de faire une formation d'une journée juste pour vous, vous pouvez décider de faire la formation pour votre équipe, pour votre famille, à vous de décider en fait. Merci. Effectivement, alors je reviens sur cette page tout à l'heure. Je vous montre effectivement qu'est-ce que ça veut dire deux personnes qui ont deux profils différents. Donc ici, nous avons Élise.
La façon avec laquelle on représente une équipe, c'est pas en utilisant simplement le graphe avec les 4 couleurs, mais en traduisant ce graphe sur une rue qu'on appelle la roue au disque, dans laquelle l'algorithme permet d'identifier le profil, les 4 couleurs d'Élise et de le positionner dans un endroit de la roue. En fonction en général, donc s'il y a une couleur forte, voire deux, en général, on sera un peu plus sur la partie extérieure de la roue. Si on a un peu, disons, une distribution des couleurs un peu moins nette comme celle d'Élise, on sera un peu plus vers le centre. Ça veut dire simplement que Thomas aura probablement une capacité d'adaptation un peu plus forte qu'Élise, qui est plutôt vers le vert, mais en même temps, Élise sera très, très forte dans ses caractéristiques, peut-être plus que Thomas. Donc, chacun avec ses forces et ses faiblesses. C'est sûr qu'ici, on voit que Thomas et Élise sont très loin. Donc, effectivement, si Thomas et Élise sont censés travailler ensemble sur un projet, et si on sait qu'il y a des difficultés, que ces deux personnes rencontrent des difficultés à travailler ensemble, une réponse pourrait être leur faire passer disque et comprendre un peu pourquoi il y a toutes ces différences. Et une fois que cette connaissance du couple est là, pouvoir leur permettre de se dire, OK, alors comment Élise pourrait faire pour travailler mieux avec Thomas et vice-versa? Quelles sont les choses qu'ils devraient faire pour s'adapter en travaillant ensemble? Et surtout, quelles sont les forces de Élise sur lesquelles Thomas pourra compter? Quelles sont les forces de Thomas sur lesquelles Élise pourra compter? Et donc, d'un côté, comprendre les difficultés potentielles qu'il y a entre les deux, mais de l'autre aussi, la beauté du fait d'être si différents et d'avoir sûrement des forces. Donc, probablement, si Élise aura besoin de présenter son projet, demandera probablement à Thomas de le faire parce que Thomas a un jeune qui est plus fort que lui, ou peut-être lui demandera des conseils de communication de façon à pouvoir le présenter elle-même. Vice-versa, si Thomas va trop vite sur certaines choses, aura besoin peut-être de se poser un peu plus avec Élise avant de peut-être faire des erreurs pour profiter de la capacité analytique d'Élise et aussi de l'envie d'Élise d'accepter le changement avec un rythme un peu plus lent pour éviter peut-être de prendre trop de risques. Donc, vraiment, en fonction du moment, en fonction de la situation, les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre peuvent être vraiment une grande force ensemble. Même si au départ, on peut imaginer que les deux puissent être totalement incompatibles. Petite question, dans ton expérience, quand on propose justement un binôme qui ne marche pas, en équipe, qui ne marche pas, qui a du mal au travail en équipe, ce type d'exercice, on leur demande en fait de se remettre en question, d'essayer de trouver, je ne dis pas l'erreur, mais la chose qu'il faudrait affiner pour pouvoir mieux travailler ensemble. Quand la proposition vient un peu du responsable ou quand même vient d'un responsable hiérarchique, est-ce qu'elle est bien acceptée? Est-ce qu'il y a de la collaboration? Est-ce que les gens ils trouvent cette approche une bonne approche et donc ils vont s'y mettre et se remettre en question vraiment? Alors, dans mon expérience, dans une salle, alors dans une équipe, tu auras toujours la personne qui dira oui, je suis absolument content. Alors, si le leader, si le manager connaît la méthode et la propose à l'équipe, il peut effectivement l'imposer en disant on va passer une journée ensemble pour faire effectivement un travail d'équipe et en général, la formation est donnée, faite par quelqu'un qui n'est pas le chef et donc un facilitateur qui fait vivre cette expérience sous forme vraiment de jeu, d'interaction, de moments agréables. Donc, dans mon expérience, même les plus négatifs, les plus pessimistes, les plus, je dirais, ceux qui ont tendance à être toujours un peu râleurs, passent toujours un bon moment. OK? Donc, même à la fin, et en général, après, c'est un peu formateur d'embarquer tout le monde dans l'histoire. Donc, dans mon expérience, la personne même la plus négative, à la fin, sort de la formation enthousiaste. Parce que déjà, c'est un exercice de connaissance de soi intéressante. Et il faut savoir que personne n'est obligé à partager son profil avec les autres. Absolument pas.
L'importance, c'est vraiment que toi, tu te connais toi-même. Donc, en général, pour répondre à la question, l'exercice est toujours bien perçu. En général, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire mais non, mais c'était une perte de temps. Absolument pas, parce que dans la formation, tout le monde apprend quelque chose, tout le monde sort avec quelque chose de nouveau, de plus par rapport au moment où il est arrivé ou elle est arrivée à la formation. Après, si tout le monde veut jouer le jeu, c'est clair que c'est formidable. Si après, une fois que la formation est faite, la personne veut partager son profil avec son chef et le chef veut faire la même chose, le bénéfice est incroyable. Okay? Si vraiment il a cette envie de partage, de collaboration, le bénéfice est incroyable. Si ce n'est pas le cas, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, si le chef arrive et le manager arrive à saisir les couleurs de la personnalité, peut vraiment faire en sorte d'améliorer la collaboration en vraiment s'appuyant sur les forces de chacun pour vraiment en cherchant de faire les choses les plus adaptées au profil de la personne, vraiment de façon un peu plus nette. Après, alors, chaque situation est différente. Dans mon expérience, il n'y a jamais eu un blocage de la part de quelqu'un, jamais. Très bien. Et j'en profite parce qu'il y a une question qui est arrivée entre-temps. Effectivement, en tant que leader, il y a, afin de profiter des forces des uns des autres, il faut avoir une image de toute l'équipe. Donc, on peut faire passer un test ou on peut la comprendre en connaissant les personnes. Mais y a-t-il un risque d'une mauvaise interprétation du profil d'autrui qui remettrait en cause cette synergie, ce système? Alors, nous, vous verrez, quand vous passez le test, on demande de répondre de façon honnête et de façon instinctive. Donc, en général, le test est fiable, très, très fiable. Après, s'il y a des contradictions dans le test, ça peut arriver. Donc, par exemple, moi, étant formatrice, je reçois les rapports des personnes, mais je ne les lis pas, ok? Je les reçois sous pli, donc ils sont dans un enveloppe scellée, donc je les reçois et après je les donne le long de la formation et chacun lit son rapport de façon privée. Si des fois il y a des rapports qui ont un résultat qui n'est pas, comme dire, clair, je reçois une alerte. Et effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois que quand le résultat n'était pas clair, la personne était dans un moment difficile de sa vie. Donc, dans un moment de détresse, un moment de fort stress ou peut-être même de burn-out. Et effectivement, c'était après, c'est au formateur d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de façon très discrète avec la personne, essayer de voir si la personne a envie de discuter. Et souvent, c'est le cas. C'est une occasion pour la personne de partager avec quelqu'un qui est au-delà de son organisation, dehors de son organisation, et ça peut être très utile pour comprendre quelle est la problématique pour la personne. Après, comme je disais, donc c'est un outil qui est très très fiable, qui est très très Fiable. fiable, voilà, reliable. Parce qu'à nouveau, je disais, chez nous, chez GE, on l'utilise depuis des décennies, mais pas seulement nous, donc on n'utiliserait pas quelque chose qui n'est pas fiable. Et effectivement, la chose qu'en général on fait en équipe, nous on ne demande pas aux gens de l'équipe de partager leur profil avec nous, avec le manager, on leur demande simplement de nous dire dans la roue où se situe leur boule, donc leur profil. On leur demande parce que dans les résultats du test, vous avez la roue et vous savez dans quel point vous êtes de la roue. Donc, on leur demande en général de faire ça pour faire une espèce de carte de l'équipe montrée sur un panneau. On demande de coller un sticker à chacun où se trouve son propre profil et on fait une analyse de l'équipe en expliquant alors ça c'est qui, ça c'est Mathieu, ça c'est Stéphania, ça c'est Robert, ça c'est Angela. Ah ok, donc on commence à discuter, à parler souvent avec l'aide d'un facilitateur qui est externe à l'équipe et qui va permettre vraiment de commencer de faire tout un ensemble d'échanges à l'équipe. Je pense qu'on peut te laisser conclure. J'invite tout le monde, s'il y a encore des questions, à en profiter. Comme ça, on aura à la fin de ta présentation un moment d'échange encore pour terminer dans les temps.
Merci. Je voulais justement vous présenter cette dernière slide parce qu'on a terminé. Je voulais vous présenter cette dernière slide qui montre simplement qu'Élise, dans ses interactions avec les autres, aura la capacité de se dire « Ok, à partir de demain, je sais que je suis comme ça, mon profil naturel est comme ça, mais je peux m'adapter comment je veux en fonction des situations, en fonction de personnes. » Mais effectivement, en général, dans ce type de formation, on donne des outils pour interagir mieux en fonction des couleurs. Donc, si demain, Élise a affaire à quelqu'un qu'elle pense être quelqu'un avec beaucoup de dés, on lui dit, écoute, avec un dé en général, tu dois aller un peu vite, tu dois éviter de te perdre dans trop de détails, tu dois aller directement au bout de l'objectif de la discussion. Avec un I, tu dois créer plutôt un environnement d'amitié, d'échange, peut-être poser des questions plus personnelles pour commencer, pour casser un peu l'ambiance. Avec un S, tu ne dois pas lui mettre trop de stress, tu dois être vraiment calme, posé, effectivement plutôt à l'écoute, essayer de comprendre comment la personne se trouve. Avec quelqu'un de bleu, un forte bleu, tu dois peut-être arriver préparé avec beaucoup plus de data, d'informations pour être prête à répondre à toutes les questions que la personne te posera. Donc, effectivement, Élise, probablement avec un rouge, aura besoin de faire un peu plus d'efforts parce qu'elle a peu de rouge, donc c'est pas une couleur avec laquelle elle se sent peut-être probablement pas trop à l'aise. Avec un jaune pareil, mais avec un vert et un bleu, elle saura peut-être facilement interagir. Donc, c'est probablement son effort d'adaptation sera un peu plus fort à faire avec des forts rouges, des forts jaunes dans son entourage. C'est un peu ça l'axe avec lequel on aide les gens à mieux interagir en leur donnant ces clés d'interaction. Et donc, on peut laisser ces derniers 10 minutes aux questions, aux échanges. Ouvrez vos microphones et parlons. Alors, en espérant que les gens ne soient pas trop timides, il y a effectivement, on demande des liens vers des tests fiables à pouvoir faire. Absolument, je vous enverrai tout ça, absolument. Et je pense que la méthode nous pousse à nous adapter, à améliorer notre capacité d'interaction et nous pousse à faire une démarche personnelle, mais qui peut être aussi professionnelle. Comme tu as dit tout au début, c'est dans le cadre professionnel, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans le contexte familial et dans le contexte amical. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer. Ça peut être quelque chose qui peut être proposé en tant que leader à ses équipes pour améliorer le travail en équipe avec l'objectif de ne pas coller une étiquette sur quelqu'un parce que c'est très clair, c'est quelque chose, il n'y a pas un bon ou un mauvais profil. Tous les profils sont différents et tous les profils font la force de l'équipe, justement. Je vois... Tu as parfaitement résumé, Angela, merci. Très bien, ça veut dire que j'étais attentive. Donc, j'invite, si quelqu'un veut prendre la parole et poser des questions, c'est le bon moment. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Une petite question. Donc, tout au long de la conférence, vous avez parlé du coup de la notion de volontariat et de la connaissance de soi, qui est importante donc pour faire ce bilan. Dans le cas contraire, si par exemple le manager propose la formation à quelqu'un de son équipe qui n'est pas motivé, alors que les autres membres de l'équipe, par exemple, les ont fait, est-ce qu'on ne risque pas une mauvaise interprétation, je dirais, du profil de la personne en face? Alors, je pense qu'il faut toujours, merci pour la question qui est très réelle, ok? Ça correspond à la réalité de tous les jours, je dirais. Il faut avoir toujours de la bienveillance, ok? Il faut respecter les autres parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose sur laquelle ils ne se sont pas à l'aise. Donc, c'est comment en général on approche la chose parce que
Comment on le fait chez GE? À nouveau, on organise des sessions de formation très interactives, très sympas. C'est des moments vraiment de partage d'équipe. Alors, s'il y a vraiment un souci spécifique avec une personne, je ne suis pas trop sûre quelle soit la méthode vraiment utilisée, parce que l'idée, c'est de l'utiliser vraiment pour faire améliorer le travail de l'équipe. Si le manager ressent qu'il y a un souci avec une personne vraiment spécifique, je pense que c'est vraiment un travail à faire avec la personne. Si par contre, il y a un dysfonctionnement de l'équipe qu'on sent, ou peut-être un potentiel qu'on sent n'être pas exploité, alors c'est la bonne méthode. On prend l'équipe, on fait la formation, on passe un bon moment ensemble, on fait toute cette découverte de soi et de l'équipe, et après on en sort avec vraiment des bases fortes de travail sur lesquelles on peut bâtir des choses. Mais à nouveau, je pense qu'il faut partir de la bienveillance et de ne pas pointer de doigt quelqu'un qui ne veut pas faire la chose. En général, si on est dans une équipe, on l'a fait parce que ça fait partie de… On demande, chacun reçoit le lien pour passer le test, chacun répond au test de façon individuelle, personne n'est obligé à dévoiler quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment hyper carré comme méthode. Et on n'oblige vraiment personne à partager son profil avec les autres, sauf peut-être le petit point sous la roue si on a envie de le faire. Si on n'a vraiment pas envie de le faire, OK, on accepte que la personne ne veuille même pas mettre le petit point sous la roue. Chose un peu difficile. Oui, juste pour enchaîner dans la réflexion, en fait, j'ai pensé plutôt dans le cas où enfin, c'est pas dans l'objectif de pointer du doigt la personne qui ne veut pas faire ce test-là, mais est-ce qu'inconsciemment, si on prend une personne avec un profil rouge, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment un risque d'écarter cette personne-là ou de l'avoir mal sans vraiment le vouloir, quoi. Pourquoi donc une personne qui ne veut pas faire le test, vous dites? Par exemple, oui. Pas du tout. Alors, si la personne, si le manager propose ce type d'approche d'équipe, tous ensemble, avec cette session de formation, et la personne ne veut pas répondre au test et ne le fait pas, il participera à la formation, il apprendra des choses, et peut-être ensuite, suite à la formation, pourrait avoir la curiosité de passer lui-même le test. Pourquoi pas? OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une question. Merci. Je voulais savoir si les couleurs, la proportion de couleurs pour une personne peut changer dans le temps. Est-ce qu'on peut évoluer vers une autre configuration de couleurs? Et une autre question un peu liée, c'est, on a dit que dans différents contextes, on peut avoir des personnalités un peu différentes. Est-ce que peut-être dans un contexte de travail, on a une certaine proportion de couleurs, dans un contexte de sport, on a une autre proportion? Comment on fait pour gérer les deux? Comment on fait pour dire qu'on a une personnalité générique, plutôt une personnalité qui peut varier, qui peut… Merci pour la question. Alors, le profil naturel, sur la base de l'expérience de toutes les recherches faites, en général, on dit que le profil naturel ne varie pas beaucoup, sauf si on a vraiment eu des expériences traumatisantes. En général, nos profils naturels, comme je disais, font un peu partie de notre ADN. Après, nous avons une énorme capacité d'adaptation. Qui plus, qui moins, on s'adapte tous et de façon constante, plusieurs fois par jour même. Et ça arrive souvent alors pas souvent, ça arrive qu'une personne puisse avoir un profil naturel à la maison et un profil adapté au boulot différent. Et j'ai des cas autour de moi, je peux confirmer. Souvent, cette personne, quand on rentre du boulot, a besoin vraiment de se reposer parce que l'effort d'adaptation était important. Et en général, si dans le contexte professionnel, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'adaptation, ça veut dire que probablement le choix de notre profession correspond beaucoup à notre profession. Au contraire, si on fait un effort important, ça veut dire qu'on challenge tellement notre personnalité que notre courbe d'apprentissage est énorme. Parce qu'imaginez tout ce qu'on peut faire en s'adaptant.
Sauf que le prix à payer, c'est la fatigue, probablement, l'effort fait. Donc, les deux situations, il n'y a pas une mauvaise situation, une bonne situation, celle dans laquelle on doit s'adapter, celle dans laquelle on ne doit pas s'adapter. Mais les deux sont possibles. Et effectivement, même dans le sport, dans un contexte, on peut changer parce qu'on s'adapte. Mais à nouveau, en général, surtout quand on revient dans des contextes où on est seul, où on n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts, on revient en général à notre profil naturel. Donc, on fait des changements, comme je vous dis, le long de notre journée, plus ou moins fort ou moins fort. Mais le dénominateur commun reste notre profil naturel. Merci. De rien. Stéphanie, est-ce que je peux te poser une oui, question? voilà. Ouais. Bon, bonjour à tous. Ma question, c'est en fait, est-ce que tu penses que notre parcours professionnel puisse avoir une influence sur le résultat du test? Enfin, genre, si nous, on est, je sais pas, si tu es un économiste plutôt qu'un ingénieur, plutôt qu'un psychologue, est-ce que ça peut avoir un impact sur le résultat du test ou est-ce que c'est juste notre nature, parce que c'est comme ça qu'on est né? En général, dans le test, on vous demande de répondre de façon naturelle et instinctive, donc sans trop réfléchir. Et à nouveau, si on répond sans trop réfléchir, même si on est habitué à un contexte professionnel d'une telle sorte, en général, c'est notre côté naturel qui ressort. Et c'est un peu comme la réponse que je donnais tout à l'heure. Même si on fait des efforts de façon continuelle toute la journée, à nouveau, notre ADN reste là et on le retrouve quand on va vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je dirais qu'à nouveau, si il y a une forte différence entre les deux, on verra dans le test, dans le résultat du test, on verra le profil naturel et le profil adapté avec des différences. Par exemple, je connais quelqu'un qui dans sa nature est vert et bleu et qui est effectivement a un rôle de responsabilité important et qui, dans son activité professionnelle, pousse sur le rouge. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais son profil naturel reste bleu et bleu et vert. Et par exemple, je vous dis, moi, j'ai un profil où le rouge au boulot, alors j'ai un profil fortement jaune, comme vous pouvez probablement imaginer. J'aurais dû vous poser la question, quelle était la couleur la plus importante chez moi. Mon rouge au boulot baisse et il monte un peu à la maison. Et donc, mon mari souffre du fait qu'effectivement, il sent ça, il me le dit. Il me dit, non, il faut que tu baisses un peu ton rouge à la maison. Non, je blague. Mais pour vous dire, effectivement, au contraire, dans mon contexte professionnel, je préfère avoir un environnement dans lequel je ne suis pas la rouge qui mène et qui décide. Je préfère que l'environnement soit plus consensuel. J'ai répondu, Maurizio? Merci beaucoup. Et très bonne présentation. Merci. Vous êtes, j'imagine, la plupart d'entre vous, vous êtes ingénieurs. Et donc, avec Angela, on s'est pas mal posé la question parce que je connais les ingénieurs. Mon mari est un ingénieur, il a fait Polytechnique. Et donc, du coup, je sais que l'approche doit être, en général, on peut penser plutôt analytique parce que les ingénieurs sont analytiques. Mais ça aussi, c'est un a priori parce que chez les ingénieurs, on peut trouver toutes les couleurs du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, oui, probablement un ingénieur à cause de sa formation, grâce à sa formation, a tendance à aller chercher les détails, à se poser plein de questions. Mais pas tous les ingénieurs sont des bleus. Je pense qu'il y en a plein qui sont des rouges, des jaunes, des vertes. Non? Ça montre la beauté de la diversité. Et le point hyper important, il faut accepter la beauté de la diversité. Il faut accepter que dans une équipe, on ne peut pas avoir toutes des personnes de la même couleur parce qu'une équipe qui est monocouleur ne sera pas du tout une équipe efficace. Et toutes les études montrent que plus l'équipe est diverse, diversifiée, plus l'équipe fera face aux moments de crise, aux moments de difficulté de façon beaucoup plus efficace. Donc, la diversité ne doit pas être perçue comme une difficulté, mais comme une force énorme. Stéphane, j'ai justement une question à ce sujet.
En fait, je me posais la question si cette méthode est utilisée par certaines entreprises pour discriminer un candidat en phase de recrutement afin de garantir la diversité des profils dont tu parlais tout à l'heure, hein, malgré le fait que peut-être le candidat ou la candidate a des très bonnes compétences techniques. Alors, je sais, et ça c'est une autre question très intéressante, je sais qu'il y a certains recruteurs qui l'utilisent lors du procès du recrutement. Moi, personnellement, je trouve que ça pourrait être effectivement un peu discriminant parce que déjà, je trouve que demander à un candidat de partager son résultat, je ne serais pas du tout contente de faire une chose pareille. Et deuxième, je cherche une personnalité, je cherche des compétences. La personnalité, je sais qu'elle fait partie clairement du profil de la personne, mais un bon recruteur, à mon avis, ne devrait pas avoir besoin de faire passer ce test pour comprendre la personne qui est en face. Même si la personne a un comportement adapté, devrait faire le boulot sans faire ces choses-là. Moi, je trouve que personnellement, ça pourrait même rentrer dans une data privacy, je dirais. Donc, je serais un peu frileuse à utiliser ça pour sélectionner. Après, peut-être, une fois que la personne est en équipe, pourquoi pas, une fois que la personne est arrivée, pourquoi pas le faire dans le cadre d'une équipe. Moi, vraiment, je ne le ferai pas trop de façon individuelle, sauf si c'est une demande de la personne même, je le ferai vraiment dans une approche d'équipe. D'accord. J'ai posé la question parce que quand même, quand on passe des entretiens avec des ressources humaines en phase de recrutement, quand même, j'imagine qu'il y a des sortes de profils qui sortent, qui sont visualisés par les ressources humaines, et pas forcément de profil disque, mais quelque chose de similaire, hein. C'est possible. Et chez G, j'ai jamais vu faire ça pour des entretiens. Jamais. Et j'ai entendu parler de ça lors de quelques situations, mais en général, je pense pas trop. Et pour le recruteur, est-ce qu'il faut une formation particulière pour reconnaître les profils? Alors après, un recruteur, à nouveau, disent que ce n'est pas le seul profiling tool qui existe, j'imagine. Moi, je ne suis pas dans les ressources humaines, mais j'imagine qu'un recruteur a fait des études. Souvent, moi, je connais des ressources humaines qui ont fait même psychologie. Donc, un recruteur a sûrement des outils, une expérience qui lui permet de faire les bons choix. Après, le choix, ce n'est pas juste fait par une personne. Le recruteur, c'est peut-être effectivement un premier screening, mais après, il y a d'autres personnes qui font l'analyse. Donc, un recruteur, c'est un métier, hein, donc avec des skills qui sont spécifiques à ce métier-là. Merci. Encore une dernière question pour rester dans les délais. Si personne, une ou deux, je ne veux pas bloquer quelqu'un dans un élan peut-être final. Tout à l'heure, on avait vu qu'Élise avait un rythme lent. C'était déduit par rapport au faible dans la couleur des jaunes et rouges. Cette personne qui pose la question, elle aimerait savoir quels sont les moyens à utiliser pour améliorer ces traits de caractère. Alors, le fait déjà de connaître, de se dire pourquoi moi je suis lente, parce qu'effectivement, Élise peut être perçue comme lente parce qu'elle a besoin de beaucoup de data, d'analyse, de s'adapter. Sa capacité d'adaptation est plus lente en général. Donc, le fait pour Élise de le savoir, c'est peut-être déjà un atout de se dire, OK, j'ai compris pourquoi. Alors, la prochaine fois, peut-être je vais accélérer la recherche de données qu'il me faut, ou peut-être je vais établir d'abord, je dois être consciente du fait qu'il y aura des deadlines, ou peut-être je vais demander encore plus de choses à mon chef, je vais lui expliquer, écoute, moi j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, est-ce que tu peux m'aider? Ou peut-être je vais demander l'aide de quelqu'un qui pourra combler mon manque. Donc le fait de connaître ses faiblesses va permettre à Élise de pouvoir vraiment les affronter de façon différente, à elle le choix. Effectivement, connaître le problème nous aide à trouver des solutions. Absolument. Merci pour toutes tes réponses. Je pense que c'est l'heure pour conclure. Donc, je te laisse dire un dernier mot. Merci beaucoup pour toutes les questions, c'était super, très, très. C'est ça que j'aime. Dans mes formations, je ne veux pas parler, c'est vous qui faites en général. Donc, merci.
Effectivement, l'échange via des webinaires comme celui-là n'est jamais très facile, mais je suis contente parce que ce soir, il y a eu une bonne dynamique. Et je tiens à te remercier, Stéphania, pour ta présentation, pour ton implication. Remercier toi et l'association Alumni Unimi Paris pour ce partenariat avec l'association Alumni Polimi Paris. Donc, il faut faire attention parce que c'est facile de se mélanger. Je tiens aussi à remercier Madame Ariana Bellini de notre Alumni Polimi Association qui nous a épaulés dans l'organisation côté Polimi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de mon association et de ton association qui a participé à cet échange, à cette rencontre entre deux associations italiennes à Paris. Donc, merci en tout cas à tout le public qui a participé ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des... Je vois des têtes, des vidéos qui s'allument, c'est un plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous rencontrer en réel bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à participer à ces événements, ça nous aide à maintenir le lien. Et n'hésitez pas, si vous avez des propositions, des envies, des partenariats à créer avec l'association Unimi pour d'autres événements, n'hésitez pas. Notre association, comme l'association de Stéphania, est à disposition, je pense, et à l'écoute, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, merci encore à tout le monde et bonne soirée. Merci à toi, Angela. Merci à Polimi. Au revoir.